Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes, un nouveau rendez-vous culturel tous les jeudis de 18h à 19h. Au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle vit d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques paddles, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, oui les appels l'âme, tout peut s'arranger. Quelques rayons sur l'été, l'accordéon de ma... Papa, le plus beau mot du monde, celui qui naguère suffisait à effacer tous les tracas. Le petit Wolfgang adore son père Léopold Mozart, son guide, son modèle, son Dieu vivant. Mais vient le temps où l'enfant s'élève plus haut que le maître et l'admiration se mue en dédain. L'un rompt, s'émancipe, grisé de passion nouvelle, l'autre souffre, se résigne, cède sa place, contraint d'inventer des liens différents. Un drame silencieux qui peut-être bien s'immisce dans toute relation entre père et fils. Avec la grâce du compositeur, Éric Emmanuel Schmitt fait vibrer le plus déchirant des chants, celui de l'amour filial et paternel. Aujourd'hui, au Passage des Artistes, je vous propose une balade littéraire, philosophique, celle qui explore, qui interroge, celle qui réconcilie également. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'auteur, dramaturge et philosophe, Monsieur Éric Emmanuel Schmitt. Oui, bonjour. Éric Emmanuel Schmitt, avant d'évoquer votre dernier livre, vous étiez destiné à la philosophie. Alors à quel moment l'écriture a-t-elle pris le dessus sur la pensée? En fait, l'écriture a tout précédé. Lorsque j'étais petit, lorsque j'avais 7 ou 8 ans, je rentrais de l'école et j'écrivais des histoires. En fait, tout le monde avait compris, mes parents, mes instituteurs, mes institutrices et ensuite mes professeurs, tout le monde avait compris que j'étais écrivain, à part moi, parce que je faisais ça aussi naturellement que je respirais, aussi naturellement qu'un pommier fait des pommes. Et puis ensuite, voilà, il a fallu faire des études, choisir un métier, et je me suis dit que des études de philosophie, et ensuite être professeur de philosophie à l'université, ce serait un métier qui me plairait. Et j'avais raison, parce que j'ai enseigné 4 ou 5 ans, et avec un immense bonheur, mais tout de suite, j'ai été rattrapé par le succès, c'est-à-dire que ma première pièce a été très vite jouée un peu partout. La deuxième, qui est Les Visiteurs, a reçu plein de Molières et s'est jouée dans le monde entier. Et à partir de là, j'ai pu consacrer toute ma vie à l'écriture. Mais l'écriture, c'était véritablement la passion première. Alors c'est vrai que vos textes sont étudiés, sont joués, transmis, etc. Alors est-ce que cela vous rapproche du professeur que vous étiez ou est-ce que ça vous éloigne justement? J'ai l'impression que je n'ai jamais quitté l'école au fond, parce que Ouais. d'abord parce que l'école m'a beaucoup apporté. Moi, j'étais un de ces enfants qui adorait aller en cours et qui adorait apprendre, et j'adore toujours apprendre aujourd'hui à mon âge. Donc, pour moi, c'est vraiment un lieu d'élévation, l'école, puis ensuite l'université, et puis ensuite tous les lieux de savoir. Mais effectivement, ça fait un drôle d'effet de savoir qu'aujourd'hui, je suis encore en cours, mais cette fois-ci étudié par les collégiens, les lycéens et parfois les étudiants. Oui, c'est. Mais ce qui compte pour moi, vous savez, c'est le plaisir. C'est-à-dire que quand on m'a appris qu'on commençait à me lire dans les lycées, les collèges, je me suis dit, zut, je préfère être un auteur de contrebande, un auteur qu'on lit en cachette pour son plaisir.
Et puis les professeurs et maintenant les lycéens ou les anciens lycéens me disent mais on éprouvait du plaisir, c'est pour ça qu'on vous dit toujours. Ah bon, d'accord. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes, c'est incontestable, hein, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, et c'est bien évidemment une fierté. Est-ce que le succès change la manière d'écrire, même inconsciemment, j'ai envie de vous dire? Je pense que le succès, ça donne des ailes. Parce que savoir que mes livres sont attendus ou que mes pièces sont aussi attendues, ça me donne une force incroyable, quoi. C'est-à-dire que je me rends à un rendez-vous amoureux. Donc oui, ça réchauffe le cœur, ça donne beaucoup de force, ça donne beaucoup d'allant. Après, je sais pas si ça change l'écriture, parce que quand j'écris, je suis vraiment avec mes personnages, je m'occupe d'eux, ce sont des enfants que je mets au monde, et je pense pas toujours à la suite. Je suis vraiment en train de m'occuper du nouveau-né. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment d'écrire aujourd'hui avec un peu plus de liberté ou plus de responsabilité qu'à vos débuts? Oui, il y a un peu de responsabilité, c'est-à-dire que maintenant j'ai la peur de décevoir. Quand j'ai commencé, j'avais la peur d'être ignoré. Oui, Maintenant, j'ai la peur de décevoir, j'ai la peur de tromper la confiance. Parce que des gens me disent, voilà, j'ai économisé pour aller voir une de vos pièces, ou j'ai acheté votre livre. Je me dis, mon Dieu, pourvu que ça leur plaise, quoi. Et ça vous met la pression, Éric Emmanuel Schmitt, ou pas? Sans doute, mais je l'ai intégré, parce que je pense que ça me met autant la pression. Ça me met autant la pression que ça me donne des ailes, si vous voulez. Je crois qu'il y a un effet positif, un effet négatif, mais que malgré tout, le positif l'emporte. Alors, on va évoquer, Éric Emmanuel Schmitt, votre deuxième partie d'émission, votre livre Juste après Dieu, il y a papa, qui est paru le 26 février. Alors, vous écrivez sur Mozart, mais au fond, on le sent bien que c'est un livre qui parle surtout de vous. Mais oui, vous savez, on écrit avec ce que l'on est, et je suis à la fois un fils et un père, et donc finalement beaucoup de choses que j'ai éprouvées, soit des problèmes, soit des révélations en tant que fils et en tant que père, ces choses-là nourrissent mon livre. Et en même temps, c'est de la fiction, parce que je pense que sur les ailes de la fiction, on peut aller plus loin. Quand on parle de soi, je pense qu'on se limite ou on peut manquer de recul. Tandis que quand on raconte une histoire en plongeant ses racines dans sa propre histoire, mais aussi dans l'histoire des autres, on peut peut-être aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui vous inspire parce que je pose la question régulièrement aux auteurs, aux compositeurs, aux comédiens qui viennent nous voir au passage des artistes, et je leur dis, mais est-ce que vous êtes comme beaucoup d'artistes, vous baladez dans la vie avec un petit calepin, et l'idée, l'inspiration peut venir d'un regard, d'un sourire, j'avais même eu une artiste libanaise qui me disait, mais j'étais allongée dans ma petite chambre de bonne, et j'observais un insecte que je n'ai pas voulu éliminer, et il m'a emmené vers une chanson. Est-ce que c'est un peu pareil pour vous, Éric Emmanuel Schmitt? Oui, c'est la vie qui m'inspire, ce sont les gens qui m'inspirent. Alors, je ne suis pas observateur, je suis empathique. C'est-à-dire que je me mets très très facilement à la place des autres. Oui. Voilà, je ressens les choses à travers eux, à travers leur corps, à travers leur point de vue, etc. Et d'une façon quasi spontanée. Et parce que par exemple, un observateur, c'est quelqu'un qui va noter comment une personne est habillée ou quelle est la couleur de ses yeux. Moi, quand je peux quitter quelqu'un avec qui j'ai discuté, je ne connais pas la couleur de ses yeux. Mais je me sens tellement, tellement visée dans ce que vous dites. C'est vrai? Ah oui, complètement. Et on me le reproche, mais j'ai dit, mais moi, j'ai besoin d'émotions, je me nourris d'émotions. Je ne suis pas observatrice. Et les gens confondent parfois les deux.
Voilà, moi je peux quitter quelqu'un avec qui j'ai parlé pendant une heure Oui. sans connaître la couleur de ses yeux, mais je connais la couleur de son Oui. regard. Ouais, ouais. Parce que c'est l'âme, j'ai senti la personne, je l'ai senti vibrer, elle porte avec moi. Et d'ailleurs, je reçois plein d'informations extraverbales ou extra-conceptuelles quand je me concentre sur quelqu'un. C'est vraiment une faculté d'empathie. C'est ça qui nourrit absolument tous mes livres et qui fait que je peux devenir 1000 personnages, que ce soit pour écrire une pièce de théâtre ou pour écrire un roman. Mais alors, justement, juste après Dieu, il y a papa. Qui souffre le plus dans cette histoire? Est-ce que c'est le fils qui s'émancipe ou est-ce que c'est le père qui doit lâcher? Il y a de l'amour partout. Ça veut dire qu'il y a de la joie et de la douleur partout. Parce que l'amour, ce n'est pas que fournisseur de joie. C'est aussi fournisseur de douleur. On le sait bien. Et oui, Léopold Mozart, c'est un père qui donne tout à son fils. Il lui offre la musique, après qu'il lui offre une instruction musicale hors du commun. Et puis il se rend compte même que tout d'un coup, il ne peut plus rien lui apprendre. Alors il l'emmène auprès des plus grands maîtres de son temps. Il fait tout pour son fils. Il n'y a pas de Mozart sans Léopold Mozart. Et en même temps, évidemment, le destin d'une relation père-fils, c'est l'éloignement du fils. C'est ça la cruauté absolue de ce lien. Il faut que l'enfant parte et bien évidemment, Léopold, il a du mal à voir partir l'enfant parce qu'il, même adulte, il voit ses fragilités. Il est un génie de la musique, il n'est pas du tout un génie des relations sociales. Et donc, il voit les erreurs, les pièges, etc. Donc, il n'arrive pas à lâcher. Et de l'autre côté, le fils qui a idolâtré son père, c'est une phrase de lui, juste après Dieu, il y a papa. Ce fils qui a idolâtré son père, qui partage la musique avec lui, qui a fait des grands voyages dans toute l'Europe avec lui, qui a appris les langues avec lui, eh bien, ce fils, tout d'un coup, il interroge cette relation et il ne veut pas vivre comme son père, il ne veut pas être le valet d'une maison, il veut être libre. Et donc, il va provoquer une coupure, mais elle sera douloureuse pour lui aussi, très, très douloureuse. Alors, vous qui parlez aussi bien de la vie et de l'amour, à quel moment, justement, l'amour devient une entrave dans une relation entre père et fils? L'amour devrait être toujours absolument désintéressé, mais souvent entre inconditionnel. Oui, mais l'amour, il est inquiet aussi. Parce que l'amour, il est le souci de l'autre. Et tout d'un coup, ce Léopold Mozart, il voit très très bien les maladresses de son fils, il voit très bien la naïveté de son fils, il voit très bien aussi ce désir de liberté qui n'est pas possible à son époque, parce qu'un artiste ne peut pas être libre comme ça. Un artiste fait partie de la domesticité d'une grande maison. Et donc, il n'arrive pas à lâcher son fils, il veut le protéger, et en voulant le protéger, tout d'un coup, lui qui lui a tellement donné, il l'étouffe. Il va falloir que le fils coupe ce lien. Est-ce que finalement, grandir, c'est forcément trahir ceux qui nous ont construits, qui nous ont fait grandir? Je pense que ce n'est pas trahir, mais à un moment, c'est couper. C'est dire, non, je ne vis pas avec exactement les mêmes principes ou les mêmes désirs que toi, qui m'a fait. C'est affirmer son autonomie, c'est vivre sa vie plutôt que la vie qu'a rêvé le père ou la mère pour le fils. Et ça, c'est forcément une coupure, mais qui est souvent douloureuse des deux côtés, parce que l'enfant l'ex-enfant ne comprend pas toujours pourquoi il a à tendre autant la relation jusqu'à la couper. Au fond, il faut souvent qu'un fils tue symboliquement le père. Et c'est une étape. Alors que jamais un père n'a voulu tuer, même symboliquement, son fils. Donc il y a une dissymétrie dans cette relation qui en fait la beauté, mais qui en fait aussi la douleur. La douleur. Éric Emmanuel Schmitt, moi j'aimerais
En fait, je suis fan en même temps et c'est très compliqué de rester objective. Mais je reste bien évidemment très sincère et j'aimerais vraiment vous remercier d'abord parce que vous interpellez l'émotion et c'est ce qui nous reste. Je le dis malheureusement avec un peu de chagrin, mais j'aimerais aussi vous remercier d'avoir écrit Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Merci pour cette douceur, cette profondeur à la fois et ce livre m'a personnellement transformé. Il a transformé également ma façon de voir les choses. Il y a 2 phrases notamment qui me restent, et c'est un livre pourtant que j'ai lu il y a quelques années. Souris Momo, c'est ça le secret du bonheur. Et c'est tellement plus simple lorsqu'on sourit d'abord aux autres et à soi. Et il y a aussi une autre phrase que j'aime beaucoup. Tu sais, Momo, dans la vie, on ne possède rien sauf ce qu'on donne. Et est-ce que finalement, Éric Emmanuel Schmitt, et je finirai par cette question, est-ce que c'est votre philosophie de vie? Est-ce que vous écrivez ce que vous pensez ou est-ce que vous écrivez pour vous transformer et nous transformer également? Oui, vous savez, quand je prends la plume, j'ai rendez-vous avec une histoire, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Je vais découvrir ce que j'ai à dire. Chaque histoire, chaque roman, est une aventure où ma plume est une sorte de tête chercheuse qui fouille l'humanité pour essayer d'en percevoir les complexités, mais aussi les beautés. Et donc, souvent, je dis que je ne suis pas le père de mes livres, je suis le fils de mes livres. C'est-à-dire que c'est mes livres qui m'ont fait grandir au fur et à mesure que je les écrivais, parce qu'ils m'ont rendu plus subtil, ils m'ont rendu plus compréhensif, ils m'ont rendu plus aimant aussi. Et donc, je suis transformé par l'écriture de ces livres. Éric Emmanuel Schmitt, ce fut un très très bon moment. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se retrouver dans les locaux de Radio Soleil pour pouvoir partager, parce que il est vrai que les interviews, mais les rencontres de manière générale, ne sont belles que lorsqu'elles sont concrètes. Et je vous avoue, je vis quand même une grande frustration. Je tenais quand même à vous le dire parce que voilà, j'avais envie de partager ce moment avec nos auditeurs, avec vous, et j'espère vraiment que vous pourriez un jour vous libérer et que venir nous voir dans les locaux de Radio Soleil pour avoir une autre dimension à tous vos récits et puis à vos belles paroles. Non, mais ça sera avec plaisir. Mais là, c'est vrai que j'arrive de 15 jours en Chine et je pars après-demain au Canada. Ouais, j'imagine. Un peu difficile, voilà. Mais moi aussi. Et même, vous savez, la radio, c'est une question de regard. C'est vrai. Merci infiniment. Et puis, écoutez, j'espère que nous aurons l'occasion de vous avoir. Merci pour ce partage, merci pour ces belles paroles. Et puis, surtout, merci de nous rendre encore optimistes par ces temps parfois très compliqués. Donc, merci de nous faire rêver. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup. And Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now.
We meet every day at the same cafe. 6:30 and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Well, it's time for us to be leaving, and it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine, but tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Mrs. Jones. Same place. We both know that it's wrong. Same time. Every day at the same cafe.